Ensuite, Madame Lalonde, s'il vous plaît, pour 5 minutes. Monsieur le Président, membres du comité, voilà maintenant plus de 2 ans que l'Initiative citoyenne de vigilance du Port de Québec s'est donnée pour mission de colliger et de diffuser l'information sur les impacts environnementaux des activités industrielles au Port de Québec. Ce combat, nous ne l'avons pas choisi, il nous est tombé dessus et au sens propre. Ce que nous avons choisi, par contre, c'est de se mobiliser en tant que simples citoyens afin que notre droit le plus fondamental soit respecté, celui d'élever nos familles sans que notre santé ou notre qualité de vie soit au quotidien mise à mal parce qu'un seul de nos voisins n'est pas capable de conduire ses activités de manière responsable. Nous sommes aujourd'hui plus de 450 membres, 1000 sympathisants, mais aussi liés à plusieurs mouvements citoyens, et ce d'un océan à l'autre, tous unis vers un seul objectif, celui de forcer les administrations portuaires à appliquer à la lettre leur mission, qui est d'assurer leur rentabilité dans le respect de l'environnement et des communautés. À tous ceux qui nous auront dit encore trop souvent que le problème est que les ports sont de juridiction fédérale, je réponds inlassablement que si c'était le cas, ce serait déjà un immense gain. En fait, les ports semblent de moins en moins de juridiction fédérale et de plus en plus de juridiction portuaire. En créant des agences fédérales autonomes pour administrer les terrains et les activités portuaires, la volonté du Parlement était sûrement de favoriser une meilleure gestion. Et il est évident que les puissants lobbies de l'industrie maritime et de ses industries connexes, minières et pétrolières, ont maintes fois fait valoir que moins de contraintes et plus de pouvoir étaient essentiels au développement d'une industrie maritime qui, ultimement, bénéficiait à tous. Si nous ne nions pas que les ports génèrent des retombées économiques, plusieurs études viennent nuancer ces retombées, principalement dans les activités liées à la manutention et à l'entreposage de vracs. Il est aussi troublant de constater qu'on ne comptabilise jamais les coûts assumés par la communauté afin de déterminer le bénéfice réel. Ce cadre juridique particulier a contribué, dans ma communauté, à une dérape environnementale majeure et malheureusement toujours d'actualité. Alors qu'au Canada, la concentration moyenne de nickel dans l'air ambiant se situe autour d'1 nanogramme par mètre cube et que la concentration jugée sécuritaire pour la santé est de 2 nanogrammes, la population de Limoilou a été soumise pendant plusieurs années à des concentrations autour de 52 nanogrammes avec des pics événementiels allant jusqu'à 1670 nanogrammes. Tout ça sans que personne ne puisse ou ne veuille intervenir. Si notre travail acharné des dernières années a permis de mettre au jour un scandale environnemental, les avancées mesurables restent toujours assez timides. Mentionnons qu'au moment où je vous parle, des particules fugitives quittent toujours contenant un amalgame de produits toxiques. Elles quittent les installations portuaires et viennent contaminer l'environnement, impacter la santé et réduire considérablement la qualité de vie de milliers de gens. Les concentrations de nickel dans l'air ambiant de mon quartier sont toujours bien au-dessus du seuil sécuritaire. L'administration portuaire de Québec refuse toujours de reconnaître et d'assumer ses responsabilités, alors qu'un imposant projet d'agrandissement au terminal de Beauport est sur le point de se réaliser, projet pour lequel, bien qu'elle en soit le promoteur, l'administration portuaire de Québec sera chargée de définir les critères des études environnementales, de conduire le processus d'évaluation et, ultimement, de délivrer les permis nécessaires. Et malgré tout, les ministres responsables n'ont cessé de nous répéter au cours des 2 dernières années que l'administration portuaire de Québec avait les pleins pouvoirs, la situation sous contrôle et que ses administrateurs avaient toute leur confiance. Alors que, comme en plusieurs endroits au Canada, le bris de confiance entre l'administration portuaire de Québec et la population est presque total, nous serions en droit d'exiger un resserrement du cadre régissant l'ensemble des administrations portuaires afin que ce genre de dérape cesse et surtout ne se reproduise plus. Pourtant, les modifications à la loi maritime du Canada qui sont à l'étude devant vous visent plutôt à augmenter, une fois de plus, les pouvoirs des administrations portuaires. En terminant, il me semble essentiel de vous rappeler ce qui m'apparaît comme le premier devoir d'un représentant de la population, celui de protéger les plus vulnérables et d'assurer à tous le droit de vivre dans un environnement plus sain. En récompensant ainsi une industrie délinquante par des pouvoirs accrus, j'aimerais que vous vous questionniez sur le message que vous envoyez ainsi à des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui vivent à proximité des installations portuaires et qui n'ont pas les mêmes moyens que cette industrie de faire valoir devant vous leurs arguments. Vous leur envoyez comme message que peu importe les conséquences, il est correct, au nom de la rentabilité, de soustraire certains secteurs d'activité du cadre législatif normal au profit d'un cadre réglementaire spécifique. Vous leur envoyez qu'il n'y a rien de choquant pour une organisation à s'auto-réguler en veillant elle-même à l'application des lois chargées de l'encadrer. Mais aussi que les ports sont des entités un peu en dehors du temps et de l'espace, sans lien avec les communautés qui les hébergent, et qu'il est donc normal que la loi maritime du Canada soit la seule qui s'applique.
je vous demande humblement de reconsidérer les modifications envisagées au profit de mesures favorisant plus de contrôle, de transparence et d'imputabilité pour l'ensemble des 18 administrations portuaires du Canada. OK, merci. Merci pour votre présentation. Madame Lalande, j'ai l'impression qu'on vous a oublié. Alors, je vais passer vers vous. C'est intéressant ce que vous avez mentionné au sujet des autorités portuaires. Vous avez l'impression que c'est une autorité, en fait, fédérale qui ne veut pas nécessairement s'occuper des problèmes locaux, des problèmes qui sont au niveau de leur communauté. Lorsqu'on pose des questions, que ce soit sur la question de la poussière de nickel ou d'autres questions relatives aux autorités portuaires, le ministre ou le secrétaire parlementaire nous dit toujours « It's an arm's length organization ». C'est une organisation quasi indépendante du gouvernement. On ne peut rien faire par rapport à ça. Donc, le gouvernement refuse de prendre la responsabilité de forcer, en fait, les autorités portuaires, comme le port de Québec, par exemple, à prendre ses responsabilités et à respecter les lois relatives à l'environnement. Qu'est-ce que vous voudriez voir le gouvernement fédéral faire dans une situation comme celle à laquelle vous faites face, par exemple? Et en fait, celle à laquelle je fais face, celle à laquelle aussi de nombreux citoyens un peu partout au Canada font face. Pour nous, l'analogie, c'est un peu comme si je suis propriétaire d'un immeuble et que pour des raisons d'efficacité, parce que j'ai beaucoup d'immeubles à gérer, je décide de déléguer la gestion de mon immeuble à une société de gestion et en lui donnant les pleins pouvoirs. Mais si ultimement, moi, soit je suis un locataire ou je suis un voisin de cet immeuble et que je vis des problématiques avec les gens ou avec l'occupation de cet immeuble-là, je dois avoir le droit de référer au propriétaire et ce n'est pas normal que ce propriétaire-là me réponde toujours « Écoutez, vos préoccupations sont légitimes, j'ai donné tous mes pouvoirs à une agence de gestion. » Il reste le responsable des opérations et, dans notre cas aussi, des terrains. Et selon moi, il est normal comme citoyen, j'ai le droit d'avoir un lien direct avec mon administration publique pour pouvoir lui communiquer mes préoccupations. Il n'est pas normal que pour des fins d'administration, je doive négocier avec une administration qui ne répond jamais aux demandes, par exemple, d'accès à l'information, ne veut pas rendre public ses chiffres, continue d'avoir comme mission de développer l'industrie et non pas de protéger la population. Je vais poser une dernière question. Je vais laisser la parole à M. Côté par après. Dans ce projet de loi, dans la section 16, on propose de permettre aux autorités portuaires, comme par exemple le port de Québec, de pouvoir acquérir des biens fédéraux, incluant d'autres ports. Vous avez fait l'analyse de la section. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous dirais qu'encore là, on n'a pas de préoccupation sur certains. Notre intervention, c'est plus pour dire on est encore à gérer à la pièce pour des besoins spécifiques de certains ports et de certaines autorités portuaires, alors que moi, je vais vous faire entendre, la Voix citoyenne demande plutôt une révision complète du cadre de cette façon de fonctionner-là. Donc, le fait que les ports puissent acquérir des immeubles parce qu'un projet, par exemple, en Colombie-Britannique, a besoin de pouvoir acquérir des immeubles et de pouvoir ensuite gérer ces activités-là, c'est pas en soi une menace. Par contre, tous ces petits pouvoirs-là que l'on délègue et qui s'accumulent font une entité en dehors du cadre législatif normal qui, oui, à un moment donné, pose des problèmes. Et si je vous ramène une situation chez nous au niveau du port de Québec, parce qu'on dit pouvoir acquérir, mais ensuite pouvoir louer ces biens-là, pouvoir déterminer soi-même l'utilisation. On dit dans l'intérêt du port, on peut relouer ces terrains-là si on en devient propriétaire. Et dans notre cas, oui, il y a la possession du terrain qui est fédérale, mais il y a aussi l'industrie. On vient dire que l'industrie du transport est de juridiction fédérale. Donc, même si on devient propriétaire et que le bien comme tel n'est plus fédéral, on pourrait toujours se cacher et après ça louer une entreprise, comme le port l'a fait dans notre cas pour une entreprise qui faisait de la décontamination de terrain, qui n'avait aucun lien avec l'industrie maritime et qu'on a dû pousser très fort avec l'aide de nos représentants de la santé publique pour faire sortir cette entité-là. Et donc, encore là, est-ce que ça va se produire? Je ne sais pas. Mais le passé, s'il est garant de l'avenir, m'amène à la plus grande vigilance à l'intérieur du budget, à donner plus de pouvoir à des administrations portuaires sans savoir exactement l'utilisation qu'elles vont en faire. Monsieur Côté. Vous avez 1 minute 30 secondes. 1 minute 30 secondes, oui, c'est merveilleux. Merci beaucoup de m'accueillir à la maison. Merci de l'accueil de tous les membres du comité. Madame Lalande, merci d'avoir consacré une journée de votre temps pour venir à Ottawa à partir de Québec. Bon, écoutez, je ne vous cacherai pas, je vais regarder probablement à saisir d'autres occasions pour vous poser des questions. Je vais tout d'abord témoigner au sein de ce comité de l'immense travail que votre conjoint Louis Duchesne et vous avez abattu. Les gens de Beauport-Limoilou vous sont redevables réellement. Écoutez, vous avez parlé de l'approche à la pièce de la part des conservateurs. Dans le fond, il faut pas se le cacher, ça fait 2 ans que vous travaillez là-dessus, ça fait 2 ans qu'on est en relation, il ne faut pas se le cacher sur cette affaire-là.
à quel point vous... Comment vous pouvez qualifier, justement, cette approche-là trop parcellaire? Encore là, à la pièce, qui fait en sorte qu'on n'a jamais une vision globale de l'industrie maritime et une vision globale de la gestion des ports, crée des problématiques, fait en sorte que chaque port devient compétiteur pour l'autre port, fait en sorte qu'on n'a pas une vision intégrée de l'industrie portuaire, qu'on ne peut pas, par exemple, utiliser les pouvoirs portuaires pour ramener près des centres urbains des activités portuaires qui sont plus compatibles avec la proximité dans des zones densément peuplées et décaler dans des ports moins situés en zone urbaine ces usages-là. Toute l'approche à la pièce ne permet pas, par exemple, de faire ça, où chaque administration devient une entreprise qui veut atteindre les plus hauts standards de rendement. L'autre grande problématique que l'on voit, les conseils d'administration des administrations portuaires sont composés en majorité de représentants des utilisateurs, donc des entreprises qui conduisent la business sur le lieu du port. Ensuite, d'un représentant pour chacun des paliers de gouvernement. Moi, je vous rappelle que la mission, en fait, dans les statuts des administrations portuaires, c'est d'assurer le développement maritime, de préserver les 3 niveaux et la communauté, l'environnement. Comment se fait-il, par exemple, que dans les conseils d'administration, personne ne représente cette partie? Merci beaucoup. Ms. Lalonde, welcome. I do want to see a couple of questions here. I'm just curious. What is your ultimate goal? What do you hope to achieve ultimately? Ultimately, I would like the member of the committee to realize that, and I know maybe it's not time, but I think you have very few occasions to hear real citizens who come to speak just for themselves and just to bring you preoccupation that maybe authority or professors doesn't have. It's that it's not time to give small powers one at a time to port authorities, but it's really time to look at the port activities in its globality, and then to act and to restrain the power you are giving to des agences fédérales autonomes, who after that are using them the best they can, but their goal is to maintain profits and not to protect people, which is your role. Okay, so are you here speaking as an individual or as part of... I'm here as the spokesperson of the Initiative Citoyenne de Vigilance du Port du Québec, but l'Initiative Citoyenne du Port du Québec is not, we are not chartered, we're just citizens that have gathered together to fight an aggression that we have every day in our community. Okay. Now I'm just want to read you some facts. There's $53 million in private investments at the Quebec port. 9,800 jobs across Canada are tied to the Quebec port. $20 billion in goods went through in 2012. 33 million tons of goods. Now these are, you talk about people, 9,800 jobs across, there's 9,800 families behind those jobs. Actually, the numbers that are given by the port are always What do you very say? What do you high. say to the 9,800 people who are going to be out of work? Actually, when you look at all the port, we are mainly focusing on the bulk industries, which is known as being very space-consuming and very, it's not a very... c'est pas beaucoup une activité à valeur ajoutée. Si on la compare, par exemple, à la construction navale, if you look at the job for the Port of Quebec, most of them comes from the Navy, so la construction navale. Si on regarde les emplois liés à la manutention de vrac, qui est vraiment juste un lieu de passage, donc il y a très peu de création de richesse pour la communauté. Les emplois sont plus autour de 200. Et si on regarde tous les coûts assumés par la communauté, en fait, plusieurs études réduisent énormément et ramènent à moins de 1% de la valeur du PIB. Les retombées économiques de l'industrie du vrac à l'intérieur du port de Québec sur la communauté et chiffrent très haut les désagréments et les troubles que la population doit générer, ce qui n'est jamais pris en compte lorsque le port nous présente ces chiffres. On nous dit toujours les emplois, les gains, mais jamais on ne comptabilise les coûts sociaux, les coûts économiques et les coûts de santé que doivent assumer collectivement et individuellement les gens. So then, is it fair to say then that your ultimate goal is to shut down the port of Quebec?
Would that be your preference? No, never. You know, it's fine if it is. No. We've said, I would say a million times, our goal is not to shut down the port. Our goal is to be able that those two vocations, we do believe that vocations like recreative, port operation, everything can be part of a community. But we want the Port de Québec to maintain, actually, we are the best supporters of the Port de Québec mission, which is to, encore là, assurer sa rentabilité dans le respect de l'environnement et des communautés. Si nous avions, par exemple, à Québec, un système de transbordement, de manutention et la manutention sous couvert de l'ensemble des produits, je ne serais pas ici en train de vous parler. Et nous pensons, en fait, que ces mécanismes, non seulement vont préserver les emplois, mais sont générateurs d'innovation qui pourraient amener beaucoup plus, Let me just stop you for a second. a lot more wealth in our Okay. community. So you are aware that there were other amendments to the Marine Act and and other regulations that the government can apply when developing projects on portlands, and essentially ensuring that projects do go through even further environmental scrutiny and assessment processes. You're aware of that? Yes, but the process, un processus, Well, that's not satisfactory. un processus où l'industrie, qui est le promoteur, définit les règles, conduit le processus et ultimement donne son approbation, selon nous, ne répond pas aux critères de transparence pour des projets qui vont avoir autant d'impact sur la communauté. How do we compare to other jurisdictions around the world when it comes to? Sur les juridictions, je vous dirais que nous, on a plutôt documenté les impacts des activités portuaires. Au niveau des juridictions, encore là, j'aimerais ça avoir le temps à temps plein. J'ai un travail à temps plein. Je suis probablement la seule ici qui n'est pas payée pour citer. Par contre, au niveau des juridictions, je pense qu'on est un des seuls où il y a cet écart-là de juridiction, encore là, fédérale, provinciale, qui donne des écarts ou qui fait des arrimages, pour prendre un terme marin peut-être plus difficile. Mais les problématiques de cohabitation entre les ports et les populations, ils sont présentes partout sur la table. Merci beaucoup. OK. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Je vais revenir avec Mme Lalande, en fait. Puis je suis bien content de votre réponse, en fait, parce que la question, c'est pas que vous voulez fermer le port de Québec. La question, c'est que vous voulez avoir plus de transparence, vous voulez avoir plus d'imputabilité de la part des autorités portuaires en général, incluant dans ce cas-ci le port de Québec. De l'initiative citoyenne, ce n'est pas contre rien, mais pour un environnement urbain plus sain. Dans le projet de loi, on a des éléments qui, comme j'ai mentionné, qui donnent plus de pouvoir, en fait, aux autorités portuaires. Dans la situation du port de Québec, on a une situation où l'autorité portuaire, étant quasi indépendante, n'arrive pas à répondre aux besoins de la communauté sur une situation environnementale particulière. Quel devrait être le rôle du gouvernement fédéral et qu'est-ce qui devrait être dans la législation pour pouvoir permettre au gouvernement fédéral de forcer, au bout du compte, les autorités portuaires à respecter leurs obligations envers la communauté dans laquelle ils sont? En fait, plusieurs éléments. Je vous dirais que principalement, lorsque l'incident, fameux incident du 26 octobre s'est produit, on m'a dit le port est de juridiction fédérale, on ne peut rien faire. J'ai donc appelé l'autorité fédérale et on m'a dit, mais Madame Lalande, vous me parlez de contamination, de qualité de l'air, de votre domicile, tout ça est clairement de juridiction provinciale. Et je me suis dit, est-ce que je suis la seule à réaliser qu'il y a vraiment un écart gros comme un canyon entre une législation qui gère le territoire et l'activité mais n'a pas accès aux impacts et la juridiction du territoire qui doit gérer les impacts à la population mais n'a pas accès à la source. Pour nous, et même la loi maritime le dit, les administrations portuaires doivent respecter les plus hauts standards. Selon nous, il ne devrait pas y avoir le droit de choisir. La loi devrait clairement indiquer que les administrations portuaires ont le triple test, c'est-à-dire celui de répondre à toute la législation fédérale, à toute la législation provinciale lorsque c'est celle qui s'applique, mais aussi aux législations municipales lorsqu'elles sont en cause. Donc ça, ce serait déjà une première grande avancée. Dans le cas de l'administration portuaire de Québec, encore là, je pense que pendant des années, ils ont voulu augmenter les capacités, ils ont voulu augmenter, on est passé de dizaines de milliers de tonnages jusqu'à 33 millions de tonnages manutentionnés sans se questionner sur la capacité. Et cette situation-là, on la vit ici. Les citoyens de la vallée Fraser le vivent aussi. Plusieurs autres citoyens, par exemple à Sept-Îles, à Belle-Dune, à Halifax aussi le vivent. Il y a une explosion des activités maritimes, principalement celles qui impactent l'environnement, c'est-à-dire celles liées à la manutention de produits de vrac. Et ça doit être vu par une autorité supérieure et non pas par des gestions indépendantes qui sont là pour assurer, dans le fond, une saine gestion, mais non pas comme objectif, selon nous, de protéger la population. Merci. Monsieur Côté?
Oui, merci beaucoup. Madame Lalande, vous côtoyez des représentants du provincial, d'instances provinciales et du municipal au sein de comités consultatifs. Vous êtes à même de pouvoir témoigner comment le Port de Québec rencontre, parce qu'évidemment, un des objectifs, et le Port de Québec agréait à ça, enfin, initialement, c'était de montrer plus de transparence. Alors, à quel point le Port de Québec a montré de l'ouverture face à ces comités? Encore une fois, il y a des paroles, il y a les actes. Je peux vous donner un exemple, c'est-à-dire le Port de Québec s'était engagé dans un vaste processus qui devait l'amener vers une certification environnementale avec l'adaptation d'un plan de développement durable. Et on nous disait, enfin, tout ça, encore là, ayez confiance, nous avons compris de nos erreurs. Le plan de développement durable, la dernière fois que nous avons regardé, sauf quelques modifications qui étaient sur la création d'un poste de développement durable, toutes les autres recommandations qu'il s'était engagé à tenir pour l'été et l'automne 2014, de rendre publiques les informations, de donner, par exemple, juste le tonnage manutentionné auquel on avait accès jusqu'à ce que Statistique Canada cesse de documenter ces éléments-là en 2011. Donc, de même, avoir accès aux informations primaires dont les comités de vigilance officiels doivent avoir, c'est-à-dire les quantités, les produits manutentionnés, tout ça est impossible à avoir alors que le port s'était même engagé dans un processus de développement durable. Encore une fois, moi, les paroles me plaisent bien, mais je suis vraiment en attente de gestes concrets. Très bien. Au début des années 80, une instance fédérale indépendante avait tenu des audiences publiques afin d'examiner un projet d'agrandissement du port de Québec. Et parmi les solutions qui étaient amenées, on proposait des mesures pour atténuer les émissions de poussière qui étaient déjà très présentes à l'époque. Question, s'il vous plaît. Oui. Il me reste combien de temps? 20 secondes. 20 secondes à peine. Ben, OK, ouais, c'est trop peu, malheureusement. Ces mesures n'ont pas été appliquées. Pourtant, elles ont été faites au terminal de granules de bois. Il y a eu des investissements importants. Comment expliquez-vous la contradiction du Port de Québec et d'Arrimage Québec? Je dirais que la problématique de particules fugitives, donc parce que c'est vraiment de ça qu'il est question, est une problématique pour l'ensemble des ports et l'ensemble de l'industrie même minière. C'est très documenté. Il y a des manières de contenir. Je dirais dans le cas des silos, selon nous, les principales mesures qui ont été prises, c'est parce que la matière comme telle réagit à l'environnement et donc on doit les tenir sous contention et parce qu'il y a eu un important travail citoyen. Mais de voir qu'après ça, sur l'ensemble du territoire, on n'applique pas les mêmes procédures, je n'ai pas de réponse, selon moi. Ça ne s'explique que parce que la rentabilité prime sur la santé des gens. Merci.